Bienvenue sur Le Crible, le podcast qui vous parle de ce qui, trop loin des normes, des codes, des modes et des conventions, n'aurait pas dû fonctionner, peut-être même pas dû voir le jour. Le Crible vous parle de produits, d'œuvres majeures ou mineures dont la renommée, le financement et l'existence tiennent du miracle. Bienvenue dans l'univers de l'improbable devenu essentiel. I'm going to start off with a little song called Smelly Cat. Oh, for those of you who are wondering, this is my real voice. Smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly cat, it's not your fault. Monica! They won't take you to the vet. Chandler! Bonsoir à tous. Ce soir, je suis seul derrière le micro. Rassurez-vous, Pierre n'a pas claqué la porte du crible. Il est plus que jamais membre de ce duo et motivé pour la suite de nos aventures. Mais sachez que Pierre est également un musicien hyperactif au sein de projets multiples. Et ce soir, il est derrière un clavier, probablement devant une foule déchaînée. Exceptionnellement, car orphelin de mon binôme, je vais changer de format, faire plus court. Le sens de l'analyse de Pierre va me manquer. Mais je vais vous accompagner à travers deux histoires courtes que je trouve intéressantes et quelque part un peu édifiantes. Avant d'entamer ces deux courts récits, je voulais vous remercier de nous avoir écoutés cette année. Après nos 3 premiers numéros, nos audiences ont dépassé nos espérances. Et si vous nous écoutez, sachez que nous aussi, nous sommes attentifs à ce que vous nous dites et nous tiendrons compte de vos suggestions et de vos remarques bienveillantes. À configuration exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire plus court ce soir et je vais faire aussi un peu plus musical. J'ai eu la très bonne surprise d'avoir l'autorisation de 2 artistes que j'adore de diffuser leurs morceaux. Le premier qu'on entendra tout à l'heure, c'est Nosfell. Alors Nosfell, c'est pour un peu paraphraser la conclusion de Pierre dans notre épisode sur le prisonnier, c'est un peu ce secret bien gardé. C'est un immense artiste, un remarquable chanteur, un très très beau danseur, un homme orchestre, une belle personne, un créateur d'univers, un mélodiste, donc tout ce que j'aime. Et ce merveilleux Nosfell m'a autorisé à passer un morceau qu'on écoutera un peu plus tard qui s'appelle Children of Windeklow. Le second artiste est un secret moins bien gardé, c'est-à-dire que c'est une star, parce qu'il s'agit de Ibrahim Malouf, qui remplit des zéniths, et d'ailleurs précipitez-vous dès que vous le voyez arriver dans votre ville, parce que les places ne restent pas disponibles longtemps. Et Ibrahim Malouf nous permettra de terminer cette année du crible avec une folle énergie. Mais avant la musique, passons aux 2 histoires que j'avais envie de vous raconter. Donc la première, c'est l'histoire de Capla. On a l'impression que les planchettes Capla existent depuis toujours. En réalité, c'est une marque assez jeune. Capla est né en 1987. Le nom Capla vient de la contraction de 2 mots néerlandais, kabouterplankjes, ce qui signifie planchette de lutin. L'idée de la planchette est née alors que Tom van der Bruggen construisait de ses mains et sans l'aide d'un architecte un château en France, dans le Tarn. Il avait besoin de réaliser une maquette, et ne trouvant pas son bonheur dans les petits blocs disponibles sur le marché, il a eu l'idée de ces petites planches en pin des Landes, avec des proportions très précises de 11,7 cm, sur 2,34 cm, sur 0,78 cm. Donc un rapport de 1 sur 3 sur 15. Le fondateur prend rendez-vous dans les banques pour financer son projet, et la réponse qu'il reçoit, presque invariablement, est « Monsieur, des planchettes en bois, même sans couleur, si j'avais su ça, je ne vous aurais même pas reçu ». Mais Tom van der Bruggen est décrit par une cadre supérieure de Capla comme très persévérant, voire même psychorigide, incapable de faire des compromis et très peu enclin à écouter les gens autour de lui. Lors d'une récente interview à la télévision néerlandaise, la journaliste l'interroge sur les conseils qu'il a reçus dans ses premières années de vache maigre et il a répondu qu'il ne sait pas quels sont les conseils qu'il a reçus parce que vraiment il n'écoutait personne. Encore aujourd'hui, Capla n'a pas de département marketing et ne fait pas de publicité. Jusqu'en 1997, les grands distributeurs expriment très peu d'intérêt pour les planchettes, partant du principe que c'est pas du tout dans l'air du temps. Mais ça marche. Le jeu de construction se distribue à l'origine à petite échelle dans les écoles primaires, et le succès se construit à pas de lutin. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la société a dépassé les 8 millions d'euros, en tout cas c'était le cas en 2017, avant de connaître un tout petit recul en 2018. Donc ça reste un beau succès. Ça aurait été quand même dommage que Capla ne soit pas là pour stimuler la créativité de nos enfants.
Peut-être y aura-t-il des barils de Capla sous vos sapins le 24 décembre. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler du 24 décembre, mais du 23 décembre. Parce que le 23 décembre, c'est une fête qui s'appelle Festivus. Fête dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui est très connue aux États-Unis. Si vous faites une recherche Google sur le terme Festivus, ça vous donnera 7 580 000 résultats. Et vous trouverez plein de webshops comme Amazon qui proposent des kits Festivus pour fêter dignement cette fête avec des règles très précises. Alors Festivus est en fait une fête parodique qui trouve son origine dans la série la plus rentable de tous les temps, à savoir Seinfeld. Et Seinfeld, ce sera l'objet de notre numéro de rentrée. Pour l'anecdote, Seinfeld précède de 5 années la sortie de Friends. Et les deux séries ont pas mal de points communs. La première, c'est qu'elles ont toutes les deux triomphé. La seconde, c'est qu'elles mettent en scène des amis se retrouvant autour d'un appartement et d'un coffee shop new-yorkais. Les deux séries ont le même producteur, c'est Castle Rock Entertainment, et les deux ont failli ne pas voir le jour en raison de catastrophiques indicateurs marketing. En effet, donc les deux séries ont fait l'objet d'un test face à un panel représentatif de 400 téléspectateurs. Nous reparlerons en janvier en long et en large de l'aventure Seinfeld, mais arrêtons-nous sur le test de Friends. Alors je traduis ce que disait l'évaluation de Friends. Donc les extraits suivants sont traduits d'un mémo qui a circulé à propos du pilote de la série. Je cite : « Les réactions au pilote de Friends n'étaient généralement pas très favorables. L'intérêt pour le show a été très limité, quoique un peu meilleur sur le segment des 18-34 ans. Mais même au sein de ce groupe cible, les réactions étaient juste OK. Les jeunes femmes entre 18 et 34 ans avaient une meilleure connexion avec les personnages. Monica, Courtney Cox, passait le mieux auprès des jeunes adultes, hommes et femmes. Mais son attrait, même sur ces cibles, est resté sous le niveau désirable pour un personnage principal. Aucun des autres personnages n'a obtenu des niveaux ne fût-ce que moyens auprès de la cible des jeunes adultes. Phoebe et Chandler avaient un attrait marginal, et Rachel, Ross et Joey avaient des niveaux encore plus bas. Le peu d'attrait qu'ils suscitaient venait d'un public féminin. Les adolescents ont classé Joey avec le meilleur score, mais toujours en dessous de la moyenne. Les jeunes adultes ont trouvé le show drôle,
et les hommes ont généralement mieux répondu à l'humour que les femmes. Mais la majorité des spectateurs ont considéré que le show n'était pas divertissant, malin ou original. Les intentions de regarder la série à nouveau n'étaient pas très encourageantes. Fin de la citation. L'évaluation révélait un score très médiocre de 41%, associé au qualificatif faible. Pourtant, quelques années plus tard, plus de 52 millions d'Américains étaient devant leur petit écran pour regarder l'épisode final en 2004. À titre de comparaison, il y en a eu 75 millions pour le dernier épisode de Seinfeld 8 ans plus tôt. Donc à nouveau, on voit deux échecs annoncés qui sont devenus deux références culturelles majeures aujourd'hui. L'enquête du crible se poursuivra en 2020. Au programme et dans le désordre, Seinfeld bien sûr, mais aussi les Monty Python, Frank Zappa, les Crocs, David Lynch et bien d'autres. Le crible est né de notre intérêt commun, à Pierre et moi, pour tout ce qui défie les codes établis. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Merci pour votre soutien, merci pour vos conseils bienveillants, présents et à venir. Revenez-nous en janvier et revenez-nous comme vous êtes. Alors je donne rendez-vous l'année prochaine aux atypiques, aux inadaptés, aux anticonformistes, aux entêtés, aux extraordinaires, aux divergents, aux pas standards, aux discordants, aux pas comme les autres, aux pas toujours obéissants, aux généreux, aux explorateurs, aux audacieux, à ceux qui colorient en dépassant, à ceux qui ont du mal à rester assis, à ceux qui posent les bonnes questions, ceux qui regardent de l'autre côté, ceux qui doutent, ceux qui sont encore capables de suivre leur instinct, ceux qui cherchent, ceux qui questionnent la norme et ceux qui simplement l'ignorent. Suite au prochain épisode.